Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a sans doute quand même quelques-uns. Je n'ai pas la prétention d'être connu partout. Jean-Michel Leray, euh, je suis un militant mutualiste élu, ayant eu quelques responsabilités en mutualité. Je suis le référent éthique pour la mutualité française des Pays de la Loire. Et j'ai aussi une autre responsabilité importante aujourd'hui. Je suis vice-président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, au sein de laquelle je préside la commission spécialisée de prévention et de promotion de la santé, et au sein de laquelle aussi j'anime un groupe de travail santé-précarité, auquel je suis extrêmement attaché. Et qui cadre bien avec l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Euh, je le signale à tous les participants, c'est une conversation que nous allons avoir avec nos deux invités que je vais présenter tout à l'heure. C'est une conversation, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un colloque, ce n'est pas, voilà. La durée serait beaucoup trop courte. Vous êtes théoriquement 81 inscrits. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas donner la parole et on ne donnera pas la parole. Vous êtes très frustrés, mais c'est la règle du jeu. On ne donnera pas la parole. Vos micros et caméras sont coupés par Stéphanie Rabault, chargée de mission publique au sein de la Mutualité française et qui veille au grain. Ce webinaire, comme le précédent webinaire, est enregistré et il sera mis en ligne, l'autre est déjà en ligne, sera mis en ligne sur le site de la Mutualité française Pays de la Loire. Nous avons choisi ce format de conversation avec des experts afin de délivrer des éléments de connaissance pour la Mutualité française en amont d'un grand débat sur éthique et crise sanitaire, éthique et santé, débat régional que nous animerons du, espérons-le, premier trimestre 2021, parce que nous voudrions le faire en présentiel. Donc, voilà, c'est une gageure, presque. Cette deuxième partie, ce deuxième volet, traite effectivement autonomie et spécificité populationnelle. C'est pas très beau comme titre. Je suppose qu'un marketeur dirait que c'est pas porteur, mais pour nous, ça veut dire effectivement qu'on va, avec le regard des invités, de nos intervenants, nous allons croiser ce regard autour des populations en situation de vulnérabilité d'une façon globale et totale. Alors, permettez-moi donc de vous présenter nos deux intervenants, nos deux invités plutôt d'ailleurs, hein, on préfère ce terme, nos deux invités. Alors, premièrement, Madame Marie-Sophie de Saules, mais est-ce utile de vous présenter quand vous venez intervenir dans la région des Pays de la Loire? Bon, tout le monde doit vous connaître, beaucoup plus que moi d'ailleurs. C'est comme vous finalement, c'est comme vous. Donc vous avez fait un parcours universitaire à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, vous êtes ancien élève de l'École nationale de santé publique, aujourd'hui EHESP. Bon, mais surtout, vous avez occupé des postes importants dans le domaine du soin, dans le domaine effectivement hospitalier. Vous avez été très vite administratrice de l'Association des paralysés de France, à 26 ans, si mes sources sont exactes, et vous en avez pris la présidence vous en avez pris la présidence avant d'être à nouveau directrice de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes, qui vous a fait progressivement vous rapprocher des Pays de la Loire, puisque vous êtes devenue en 2009 préfiguratrice puis directrice générale de l'Agence régionale de la santé des Pays de la Loire. C'est là où nous avons eu, je crois, un peu plaisir à nous rencontrer. Vous êtes en retraite, et comme tout bon retraité, vous avez une activité débordante, puisque, entre autres, c'est ce que j'ai retrouvé, vous êtes présidente d'une association médico-sociale qui s'appelle Vivre et Devenir, et qui, justement, est orientée, centrée sur des personnes plutôt vulnérables dans le domaine du handicap, mais pas que. Et puis, vous êtes depuis 2019 présidente de la FEAP,
Et je ne sais plus trop à quel titre on voulait vous avoir, mais ça en fait partie. Bonjour, Monsieur Duthier. Bonjour. Monsieur Duthier est donc chargé de mission à l'espace régional éthique des Pays de la Loire et vous êtes philosophe, chargé de mission, donc je l'ai dit, avec l'espace régional qui est un de nos partenaires sur la problématique éthique, puisque nous sommes associés à l'espace éthique régional. Vous êtes auteur d'un certain nombre d'écrits. J'en ai retenu un actuellement, La logique de gestion du risque entre stigmatisation et idéologie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé que ce titre avait une connotation intéressante par rapport à notre discussion d'aujourd'hui. Et vous l'avez écrit en coopération avec Ariel Lambert-Baratier, et on se connaît bien avec Ariel, puisque Ariel est passé, entre guillemets, si j'ose dire, par le moule mutualiste. Vous êtes titulaire d'un doctorat d'éthique médicale de l'Université Paris-Descartes. Donc voilà pour les présentations. Je n'ai pas commis d'erreur pour l'un pour l'autre. Ouf, très bien. Bon, première question, première interrogation, première réflexion. La gestion de la pandémie de la Covid-19 a mis à jour différentes problématiques et notamment a percuté la notion d'autonomie des personnes. La question des spécificités populationnelles nous amène à nous intéresser donc à la notion de respect, de dignité des personnes fragiles dans le contexte de la crise. Les personnes, les spécificités populationnelles, ce sont les personnes en situation de vulnérabilité sociale, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées plus ou moins dépendantes. Est-ce qu'on doit considérer qu'il y a eu des évolutions entre la première et la deuxième vague sur la prise en compte d'une certaine, comment dirais-je, d'un certain respect de l'autonomie des personnes ou pas? Voilà le premier point de lancement. Alors, Madame de Saules. Oui, si vous voulez, je veux bien commencer. Merci de me donner cette participation, cette possibilité de converser avec vous sur ces sujets qui sont des sujets importants. Moi, ce que je voudrais dire d'abord en premier lieu, c'est que ce dilemme éthique entre autonomie et protection des personnes vulnérables, il ne date pas de la crise sanitaire. C'est un sujet qui est récurrent dans l'ensemble des établissements, que ce soit d'ailleurs des établissements sanitaires et médico-sociaux. C'est le débat sur bracelet électronique ou pas pour les personnes qui ont des troubles du comportement. C'est la question du tabac ou pas tabac dans les chambres de résidents pour des personnes en situation de handicap. Ce sont toutes ces questions-là qui traversent, et on a, je dirais, dans notre pays, des mouvements de balancier entre très protection à cause des enjeux de responsabilité et puis très autonomie, accès aux droits fondamentaux des personnes, même des personnes vulnérables. Donc, c'est vraiment un dilemme dans lequel on est en permanence. Alors, le fait est que dans ce mouvement de balancier, la première vague, c'est le champ protection qui, de façon évidente, a été mise en avant et a écrasé tout le reste, et notamment écrasé toute la question de l'accès aux droits fondamentaux et de l'autonomie des personnes. Donc, on a bouclé les établissements, et même au sein des établissements, on n'a pas laissé réellement la liberté d'aller et venir. Donc ça, clairement, oui. Et donc, je pense qu'il y a eu une analyse, et d'ailleurs, beaucoup de personnes se sont émues de ce choix qui a été un choix très arbitraire et très radical. Et donc, effectivement, nous avons pour la deuxième vague un choix différent,
puisque on a laissé, d'une certaine manière, le choix aux établissements en respectant des règles de maintenir le lien social avec les familles, avec l'extérieur ou même au sein de l'établissement. Donc, ce que je dis là vaut essentiellement pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui sont en établissement. Très bien. Monsieur Duquier, voulez-vous ajouter quelque chose? Avant de vous donner la parole quand même, signaler aux ceux qui sont arrivés, qui ont dû être surpris qu'on ait démarré à l'heure, donc ceux qui arrivent, donc leur signaler que micro et caméra sont coupés, mais qu'ils peuvent utiliser autant qu'ils le voudront le chat. On verra en fin de conversation si on a la possibilité, le temps matériel de prendre des éléments de ce chat. En tout état de cause, ce sera intégré au compte-rendu de ce webinaire. Monsieur Duquier. Oui, bah alors pour faire écho aux propos de Madame de Saulles, c'est vrai que ce dilemme, ce grand dilemme entre liberté et protection, liberté et sécurité, c'est un dilemme qu'on retrouve très très souvent en échangeant, en discutant avec les équipes. C'est finalement un dilemme qui est au cœur de toute la démarche éthique, de toutes les démarches éthiques dans les établissements médico-sociaux. Ce dilemme, ce clivage qui est source de tiraillement, qui est source de questionnement en permanence. Et effectivement, il est au cœur de beaucoup de questions, et c'était le cas bien avant cette crise, et ce sera le cas bien après. Et heureusement, c'est-à-dire que heureusement qu'on est dans un échange et qu'on active une démarche éthique avec les professionnels, avec les usagers, les représentants d'usagers, pour échanger sur comment on fixe ce curseur entre liberté et sécurité face à des situations complexes. Alors effectivement, je rejoins aussi ce qui a pu être dit sur ce qui a pu se passer lors de ce premier moment de confinement, où là, le curseur a été mis de façon très centrale sur la question de la protection, sur la question de la sécurité, où on a pu vraiment, sur la base d'un bien sanitaire, d'une conception et de normes extrêmement sanitaires, considérer que la protection des personnes vulnérables contre le virus était la priorité, était une injonction et ça, c'est ce qui a pu apparaître en échangeant avec un certain nombre de professionnels, a pu parfois produire un certain nombre aussi d'effets pervers, a pu produire parfois des situations où les moyens pour lutter contre l'épidémie, contre le mal, a pu s'avérer dans certains établissements, dans certains accompagnements des personnes vulnérables, pire que le mal à combattre lui-même, où on a pu avoir l'impression que finalement ces mesures qui étaient fixées sur la question de normes, encore une fois, sanitaires, ont pu générer une restriction de liberté, un repli sur soi, un isolement social qui a pu parfois générer des situations, des conséquences qui étaient encore finalement parfois pires. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu beaucoup d'échanges sur jusqu'où on pouvait, dans des établissements, adapter, faire un travail d'assouplissement, un travail de réflexion sur le caractère extrêmement prescriptif et normatif de ces normes-là, et jusqu'où on pouvait réaliser un travail d'adaptation, de réflexion au cas par cas, en fonction des situations sur ces normes. Parce qu'effectivement, respecter le respect de l'autonomie de ces personnes vulnérables, on a pris un grand coup lors de ce première vague de confinement, et je pense que ça a pu beaucoup affecter aussi le sens que les professionnels ont pu mettre dans leur pratique. Oui, c'est une question justement, vous me faites une transition et que je vais poser à vous deux. Comment les professionnels ont-ils vécu ces périodes? La première, la deuxième, peut-être, même encore aujourd'hui, comment ils le vivent, au-delà des professionnels du soin qui sont en tension, eux, dans les hôpitaux, ça c'est évident, et aujourd'hui, ils sont sans doute pas mieux lotis qu'ils ne l'étaient à la première vague, mais comment les personnels ont-ils vécu le fait d'être un petit peu, allez, je vais le dire comme ça, dépossédés de leurs droits à un certain pouvoir de décision et de ne plus être que des exécutants d'injonctions plutôt descendantes. Voilà comment je le dis. C'est pas très politiquement correct, peut-être. Non, mais moi, je le dirais d'ailleurs de manière différente, parce que il ne faut pas penser que les professionnels sont complètement extérieurs
aux interrogations sur est-ce que je vais être touché par ce virus et est-ce que je vais peut-être potentiellement transmettre ce virus. Donc, dans le raisonnement des professionnels, il y a bien sûr la question de comment je peux poursuivre ma pratique professionnelle conformément aux valeurs que je porte et conformément, j'allais dire, aux bonnes pratiques pour permettre l'autonomie des personnes. Mais il y a aussi la question de quel risque je prends pour moi-même ou pour les personnes que j'accompagne. Et donc, tout ceci est assez mêlé. Donc, il y a eu des réactions très différentes, en fait, des professionnels. Et on a bien vu, d'ailleurs, hein, il y avait des professionnels qui, dans des structures de personnes âgées, ont décidé de se confiner avec les personnes âgées pour pouvoir continuer à avoir une pratique la plus ouverte, la plus ouverte possible. On a bien vu des professionnels, j'allais dire très remontés, notamment lors de la première vague, de ne pas pouvoir avoir les équipements de protection individuels, je veux dire pour eux-mêmes et pour protéger les personnes. Donc, je ne pense pas qu'on puisse avoir un raisonnement simplement autour de la question des pratiques professionnelles. Le problème, c'est que tout est mêlé. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui dans le cadre de la deuxième vague, et là, je parle en tant que présidente de la FEAP, c'est que oui, nous avons des personnels mobilisés, mais oui, nous avons aussi des personnels fatigués. Et donc qui se sont pas remis en fait de toute cette période que l'on avait vécue en 2020, avec, j'allais dire, en plus, dans un certain nombre de régions, des difficultés de recrutement. Donc le fait qu'ils ne sont pas en nombre suffisant déjà en tant que professionnels et en plus avec une certaine difficulté plus importante pour la deuxième vague que pour la première, de voir arriver des bénévoles ou une réserve sanitaire qui leur permettent, j'allais dire, d'assumer le surcroît de travail qu'entraînent toutes les mesures de protection que l'on est malgré tout obligé de mettre en œuvre dans ces établissements. Monsieur Duquier, non? Si, alors sur ce vécu des professionnels, effectivement, pendant la première vague, et ce sentiment vous avez utilisé le mot de n'être que des exécutants d'un certain nombre de directives, effectivement, il y a pu parfois y avoir ce vécu avec déjà la remarque que les directives n'étaient pas forcément toujours très explicites, ou en tout cas, il a pu y avoir aussi beaucoup d'injonctions paradoxales durant cette période-là, avec énormément de normes qui ont changé assez rapidement. Donc ça, c'est aussi un premier élément. Il s'agissait déjà, c'était pas si simple que ça d'exécuter les normes à cette période-là finalement, parce que les normes étaient parfois en construction, et c'est aussi pour ça qu'une période de crise est si compliquée pour tout le monde, c'est qu'on est dans un contexte de construction de normes, dans une situation d'incertitude. Donc forcément, ça génère des difficultés particulières. Et puis, on est dans un régime d'urgence. Donc dans un régime d'urgence, effectivement, on n'est plus dans le contexte de discuter, d'être dans cette approche collégiale qui fait le cœur de la démarche éthique, où effectivement, on était véritablement dans l'identification d'un danger et dans l'obligation de devoir se protéger de ce danger-là. Mais là où ça devient un petit peu compliqué, cette deuxième vague et ce contexte actuel, c'est que ce régime d'urgence et cette urgence, elle commence à durer. Et effectivement, là où peut-être au début, où il n'y avait pas cette liberté individuelle ou ce sentiment qu'on pouvait contester, aménager des choses pendant cette première vague, aujourd'hui, on réalise que finalement, cette urgence est dure et finalement, on a aussi une marge d'adaptation et de prise en compte de la singularité des situations et des contextes parce que les risques sont de plus en plus multiples et finalement, ce danger qui était perçu comme absolu et comme écrasant tout le reste de la réalité médico-sociale, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on voit aussi combien les moyens pour lutter contre ce danger génèrent aussi d'autres dangers qui sont parfois encore plus prioritaires que le mal à combattre, encore une fois. Absolument, c'est le cas effectivement de toute la déprogrammation dans les établissements de santé. Je voudrais prolonger la réflexion parce que, bon, je me suis présenté comme tout à l'heure en disant
président de la commission spécialisée de prévention et de promotion de la santé. Donc, je suis un chantre de la santé publique. Et quand on parle santé publique, je vais vous le faire quand même, désolé, on parle charte d'Ottawa. Et quand on parle charte d'Ottawa, on parle effectivement de la participation de la santé communautaire, de la participation des personnes, etc., etc. Est-ce qu'il vous semble que même aujourd'hui, il est impossible de, comment dirais-je, pas de faire confiance simplement, mais d'associer soit les professionnels, soit les citoyens aux prises de décision, parce que vous avez dit, M. Duthier, on est sur un règne d'urgence. Est-ce que c'est justifié de squeezer cette partie de l'interpellation des corps intermédiaires, de l'interpellation des citoyens ou des professionnels pour dire qu'est-ce que vous en pensez, comment vous réagissez? Madame de Saulle hoche la tête. Absolument, Madame de Saulle hoche la tête. Non, on ne peut pas dire quand même complètement que dans cette deuxième vague, on ne prenne pas en compte la vie des uns et des autres. Ne serait-ce que parce qu'on a modifié la logique du pilotage. Et donc, un pilotage qui était dans la première vague extraordinairement descendant, le ministère de la Santé, via les agences régionales de santé, via les établissements avec des directives qui dégringolaient et pas effectivement toujours très cohérentes les unes avec les autres. Là, maintenant, on a quand même fait le choix d'abord d'une gestion territoriale et ensuite d'une gestion laissée à la responsabilité des établissements. Donc, ça, c'est la première réponse. Ça veut dire que c'est au sein des établissements que les choses doivent s'organiser. Premier élément. Deuxième élément, et là, les autorités n'arrêtent pas de le dire, la demande que les conseils de vie sociale, que toutes ces structures-là se réunissent pour qu'il puisse y avoir débat et échange avec les représentants des personnes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la Haute Autorité de Santé vient de refaire un document et un guide à l'intention des familles pour les EHPAD. Parce que ce que l'on constate aujourd'hui, et c'est le problème de la santé communautaire et de la participation des populations, c'est qu'il y a quand même, comme en population générale d'ailleurs, un peu une mise à distance par rapport à la logique des gestes barrières. Et donc, on voit des personnes allant en EHPAD et qui ne respectent pas complètement les règles de prévention nécessaires pour l'ensemble de la population. Et donc, lorsque l'on est responsable d'un établissement, je dirais, on a toujours à gérer la question, j'allais dire, de pilotage de son établissement en faisant participer au maximum les personnes, mais également une action en termes de responsabilité pour s'assurer que les règles sont respectées. Alors oui, il faut expliquer les règles, mais on sait les uns et les autres, ne soyons pas naïfs, que tout le monde ne les respecte pas complètement et que dans ce cadre-là, il faut bien qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui dise bah là, on est obligé d'arrêter ou on fait différemment. Tout à fait. Oui, alors sur cette participation des personnes elles-mêmes, évidemment, il ne s'agirait pas d'oublier cette dimension-là, elle est absolument fondamentale. Après, ce qui change fondamentalement en temps d'épidémie, vous m'aviez fait la gentillesse de parler de cet article avec Ariel Baraquet sur la notion de risque. Effectivement, ce qui change fondamentalement en temps d'épidémie, c'est que la liberté individuelle de prendre des risques, forcément, génère le fait que des populations vulnérables à un moment donné, eux-mêmes prennent des risques. C'est-à-dire que autant en période normale, entre guillemets, le droit de prendre des propres risques, c'est quelque chose de consubstantiel à notre autonomie et on passe beaucoup de temps avec l'espace éthique pour militer sur cette idée que même une personne vulnérable a aussi le droit de prendre un certain nombre de risques dans sa vie quotidienne. Ce qui change fondamentalement, c'est quand on prend un risque et prend le risque d'être contaminé en période d'épidémie,
on fait prendre aussi le risque pour des personnes vulnérables à un moment donné d'être contaminées. Donc, c'est le grand élément qui change dans ce contexte-là. Pour autant, il ne s'agirait pas, évidemment, de considérer que toutes les personnes vulnérables, on peut, sans justification et sans réflexion, leur imposer toutes les normes, toutes les contraintes en établissement, en domicile, qui soient possibles pour leur protection. Ça reste des sujets, c'est-à-dire des personnes qui ont quelle que soit leur situation de handicap, quels que soient les troubles, quelles que soient les altérations dans leur capacité de compréhension et de communication, ce sont des personnes qui peuvent exprimer, qui peuvent refuser, qui peuvent exprimer ce qu'ils ressentent sur le fait de leur imposer ou pas ces normes-là. Et il ne s'agirait évidemment pas d'oublier, de nier cette dimension-là. Donc, effectivement, c'est comment, dans un contexte d'épidémie dans un établissement où il y a forcément la question de la sécurité collective qui va s'inviter, on peut essayer d'entendre, de respecter au mieux les choix, l'expression des choix des personnes et comment on fait malgré tout cet équilibre très précaire entre l'expression fondamentaux des personnes, que ce soit sur leur liberté d'aller et venir, que ce soit sur leur activité, leur projet, avec, en contrebalancement, avec cette sécurité collective qu'on va retrouver. Mais il ne s'agirait évidemment pas non plus de dire que ces périodes d'épidémie permettent de justifier, de tout autoriser dans la négation des libertés des personnes vulnérables, évidemment. Mais c'est ce qui rend les choses si compliquées et c'est ce qui impose à chaque fois de la collégialité quand on peut le faire. Je voudrais poursuivre sur ce sujet-là parce que ça me semble être un enjeu majeur. C'est-à-dire que sur la question de la prise de risque, elle n'est pas que la personne pour la personne elle-même. Moi, pour le coup, en tant qu'APF, effectivement, on a toujours plaidé pour donner la possibilité aux personnes elles-mêmes de prendre ses responsabilités et donc d'assumer ces risques. Le problème là dans lequel nous sommes, c'est que la personne, elle prend pas ses risques que pour elle-même. Elle prend ses risques pour les personnes qu'elle côtoie et qui sont aussi en situation de vulnérabilité. Et ça change tout. Et ça nécessite effectivement des discussions au niveau collégial, je suis d'accord avec ça, dans chaque établissement pour être en capacité de mesurer ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Alors l'idéal, c'est d'arriver à un consensus. L'idéal, c'est d'arriver à ce qu'on co-construise la réponse qui est la réponse la plus adaptée en période épidémique. Le fait est qu'on n'y arrive pas toujours. Parce que je voudrais rajouter un point, surtout dans les établissements et pour un certain nombre de personnes vulnérables, c'est que le contact est indispensable. C'est-à-dire que le contact entre personnes vulnérables et professionnelles est indispensable. Alors, bien sûr pour les soins, mais également simplement pour par besoin de confort et de réconfort. Et que voulez-vous, une personne adulte trisomique, vous n'allez pas l'empêcher d'être en contact avec d'autres parce que le contact est un élément de l'accompagnement. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est que dans ce cas-là, c'est de la sphère qu'il faut réussir à protéger de l'extérieur, parce qu'en réalité, au sein de la communauté de l'établissement, on sait que les contacts doivent être maintenus. Et là encore, hein, c'est un élément à prendre en compte dans la dimension protection que l'on est amené à prendre, notamment dans les établissements. Dans l'une des réflexions qui suscite débat d'ailleurs, puisque le ministre de la Santé l'a repris à son compte hier ou avant-hier, dans le triptyque dépister, tracer, isoler, il y avait la question de l'isolement des personnes personnes contaminées, pardon, hein, l'isolement des personnes. Et ça pose un débat. Comment vous réagissez à cette idée qui, personnellement, moi, je ne supporte pas, mais voilà, de dire, pour éviter, pour casser la chaîne de contamination, on va isoler des personnes, mais les isoler hors de leur contexte de vie, leur contexte habituel, etc. Est-ce que ça vous semble compatible avec le respect de la dignité, justement, des personnes?
Il n'y en a pas un des deux qui veut répondre. Bah, par rapport à cette question de l'isolement, effectivement, c'est surtout pour des personnes en situation de grande vulnérabilité, la question du lien social, elle est vitale. Et effectivement, c'est vraiment la question des critères qui fait le plus danger. Si on considère que la seule chose à éviter, c'est le risque de transmission de l'épidémie et qu'on méconnaît absolument tout le reste de l'environnement et des éléments vitaux de la personne, effectivement, on peut glisser vers quelque chose où on prône l'isolement absolu des personnes. Mais moi, là, je rejoins ce qui a été dit. Pour certaines personnes, l'isolement, elle est aussi source véritablement de danger vital aussi pour certaines personnes. Et quand des professionnels dans des établissements ont témoigné de ce qui a pu avoir lieu, effectivement, ce repli, cette souffrance psychique générée par l'isolement social, elle a été parfois pire que les risques somatiques. Donc, il s'agit encore une fois de pouvoir aussi avoir une réflexion et un débat collégial sur qu'est-ce qui fait le plus priorité et jusqu'où on est capable parfois, au nom de la lutte contre l'épidémie, de méconnaître les autres dimensions tout aussi centrales de la personne. Donc, effectivement, cette idée d'isolement est assez, peut-être, en tout cas, dépliée et interrogée. S'il s'agit à un moment donné de mettre en place des confinements, il ne s'agit pas de prôner l'isolement. Et là, c'est tout le débat autour de ces outils de technologie et des outils qu'on peut mettre en place à la fois au domicile et dans les établissements pour à la fois peut-être réaliser des confinements, mais ne jamais imposer ou ne jamais faire en sorte qu'il y a de l'isolement, justement. Je vous rejoins. Oui, mais Jean-Michel, oui. Non, simplement, moi, je voudrais intervenir sur ce sujet-là, parce que voulez-vous? Là, vous me parlez de personnes qui sont contaminées. C'est-à-dire qu'une personne contaminée soit effectivement isolée pendant la période de 7 jours ou de 10 jours ne me semble quand même pas anormal. C'est-à-dire que, y compris une personne vulnérable, elle a besoin quelquefois d'être soignée, elle a besoin quelquefois d'aller à l'hôpital, et on ne se pose pas la question de savoir si on la sort de son univers habituel. Absolument. Si elle est contaminée, je veux dire, elle est malade, et on prend donc les éléments et on la soigne. Alors, à mon sens, il faut essayer de la soigner le plus possible dans son environnement, qui est soit à domicile, soit en établissement, avec les soignants ad hoc. Mais dans ce cas-là, qu'effectivement, on dise que la personne reste pendant cette période-là dans sa chambre et un univers qui est un univers sécurisé, c'est-à-dire ne me semble pas anormal. On n'a pas non plus de raison de traiter différemment des personnes en situation de vulnérabilité par rapport à la population générale, dès lors qu'il s'agit d'une maladie et de la nécessité de soigner ces personnes. Je crois qu'il faut faire attention aussi à ne pas basculer complètement de l'autre côté. Une personne malade, elle est soignée, et elle est soignée selon les règles qui prévalent en fonction de cette maladie. Là, c'est peut-être un élément sémantique, c'est une distinction qu'on peut faire sur les termes, c'est qu'on peut évidemment justifier le confinement, mais l'isolement, ça apporte la dimension supplémentaire de couper tout lien social, le lien avec la famille. Et on peut être confiné, c'est-à-dire se retrouver sans contact physique, mais en même temps en prônant et en faisant en sorte le plus possible, grâce à aux technologies et à tous les éléments qu'on peut trouver pour éviter à tout prix l'isolement, même dans ces situations de confinement. C'était juste cette distinction de termes qui me semble là importante. Oui, je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, on voit bien que la première vague a lancé et a permis de développer un grand nombre d'outils permettant de maintenir le lien avec les personnes et donc d'essayer d'éviter l'isolement. Donc, on voit bien que là, l'innovation et donc la recherche de nouvelles manières de faire a permis de travailler sur cette question de lutte contre l'isolement. Tout à fait. Mon propos aussi visait une catégorie dont vous parlez peu, mais ça ne me paraît pas totalement anormal. C'est-à-dire, et moi qui m'interpelle beaucoup, c'est la catégorie des personnes dans vulnérabilité sociale, personnes à la rue, les migrants,
voilà. Et là où les associations avec lesquelles je travaille dans le cadre de ce groupe santé précarité, les bénévoles ou les professionnels sont soumis à des contraintes extrêmement violentes parfois pour permettre effectivement, alors justement, est-ce qu'on va parler de confinement ou d'isolement? Isoler des personnes qui se trouvent déjà un peu socialement isolées, vous voyez, ça introduit une mécanique un peu perverse. Voilà, c'était ça que je voulais souligner par rapport à l'appréhension d'une population très fragile qui existe quand même. Oui, oui, c'est vrai. Alors, le choix qui a été fait lors de la première vague, ça a été d'être dans la logique de la mise à l'abri, c'est-à-dire de redévelopper des logiques de mise à l'abri pour les personnes en situation de précarité, en se disant effectivement que c'était dans ce cadre-là que ça serait sans doute plus simple de permettre de travailler la prévention avec ces personnes en situation de précarité. Alors, je ne dis pas d'ailleurs que ça ait complètement bien fonctionné et qu'on ait réussi à résoudre toutes les difficultés loin de là. Ce qui est d'ailleurs à noter dans le cadre de la deuxième vague, c'est que le choix a été fait que pour toutes les associations s'occupant des personnes en situation de précarité et de tous les bénévoles, ça fait partie des personnes qui ont le droit effectivement de poursuivre leur activité. Donc on s'est bien rendu compte que, au-delà de la question de l'épidémie, il y avait la nécessité de poursuivre de l'aide alimentaire, de la recherche de logement, enfin de poursuivre toute la dynamique pour ces personnes en situation de précarité, parce que clairement, là, on se retrouve dans la logique de la hiérarchisation des risques. C'est-à-dire entre avoir faim, ne pas avoir de logement ou risquer effectivement d'avoir le Covid, la priorité d'abord, c'est l'alimentation et le logement. Et on ne fera, ces personnes-là, on ne leur fera pas mettre en premier risque la question du Covid. Bien sûr, bien sûr. C'est notamment le cas, effectivement, oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a été ressenti douloureusement dans le cadre de la première vague, la fermeture d'un certain nombre de lieux d'accueil, parce qu'on a dit aux bénévoles, ben, il ne faut pas, vous ne devez pas y être. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas tous ces points-là. Heureusement, effectivement, ces lieux restent, me semble-t-il, globalement, au moins sur la région, ouverts aujourd'hui, et les bénévoles sont retournés s'en occuper, si j'ose dire, parce que, bon, voilà, on a la possibilité d'avoir des masques. Une question à M. Duquier, parce que vous avez, entre autres articles, fait un article sur la liberté d'aller et venir dans le soin. Comment, compte tenu de ce que vous avez écrit, justement, comment analysez-vous? Vous l'avez fait à un moment, cet article, à un moment où il n'y avait pas de pandémie, où il n'y avait pas une situation extrême. Comment, effectivement, si vous aviez à le réécrire aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Alors, je le prends. C'était le coup de pub. Et voilà, alors j'ai toujours sous la main. Mais effectivement, avec l'espace éthique et avec Miguel Jean, qui est le directeur de l'espace éthique, on a sorti en février 2000 de cette année un ouvrage sur la question de la liberté d'aller et venir. C'était un mois avant la période de confinement. Mais effectivement, on s'était intéressé à cette question parce que en échangeant avec les équipes, c'était quasiment la première thématique. Enfin, c'est la thématique qui revient le plus souvent quand les professionnels en établissement, dans le médico-social, mais aussi dans le sanitaire, sont confrontés à des dilemmes. C'est effectivement cette question de la limitation de la liberté d'aller et venir. Et elle était présente, cette interrogation et ce questionnement, mais avant même l'épidémie. Effectivement, ce qu'on a essayé de montrer dans l'ouvrage avec Miguel Jean en sollicitant beaucoup d'intervenants, de contributeurs, c'est que cette question de la liberté d'aller et venir, elle était finalement très vaste et qu'elle touchait à la fois toutes les questions autour des contentions dans les établissements, ou ça peut être aussi au domicile, la question de la sortie ou du droit de sortir d'un établissement ou non, mais aussi ça concernait la question de la participation sociale, la question de l'emplacement des établissements sur un territoire. Ça concernait la question de la circulation dans une cité, comment on pense la circulation de tous les citoyens dans une cité. Donc, c'était finalement
une thématique qui était extrêmement large et qui avait des dimensions extrêmement différentes. Et qu'elle ne se limitait pas uniquement à la question d'enfermer ou pas dans les chambres, à la question de mettre ou pas des contentions. Il y avait des enjeux éthiques, des enjeux aussi politiques, hein, des enjeux sur comment on pense les normes de circulation des citoyens dans un espace. Et autour de ça, il y avait vraiment la question de la prise en compte des vulnérabilités, de la prise en compte de l'autonomie des différentes personnes. Donc voilà, c'était un sujet qui était avec différentes dimensions. Effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette liberté d'aller venir, évidemment, elle est mise de côté au nom de ce danger et de l'impératif sanitaire. Après, effectivement, quand on va avec Miguel Jean dans différents établissements, on se rend compte que sur cette question, il y a aussi beaucoup de questionnements et parfois, notamment, je pense à une maison d'accueil spécialisée dans la Sarthe il n'y a pas très très longtemps, on a animé et on a échanger avec des usagers, des résidents. C'est vraiment une question qui soulève beaucoup, beaucoup d'interrogations et sur lequel il y a vraiment matière à être dans l'écoute des choix des personnes, de leur participation. C'est vraiment jamais une question figée. Parce qu'aujourd'hui, lorsque, par exemple, une personne veut sortir d'un établissement, ce qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il doit se faire sous la surveillance d'un professionnel lui-même qui ne se sent pas du tout à l'aise à être dans ce rôle de surveillant pour éviter le risque de contamination de la personne. Donc, on voit finalement qu'aujourd'hui, autour de ce thème-là, la place de chacun est un peu changée. De façon locale, il y a des questions qui se posent et ce n'est pas du tout quelque chose de monolithique. Voilà. Cette question de la liberté d'aller venir, même si aujourd'hui on est sous le coup du confinement, à l'échelle locale, ça crée une multitude de questions et il ne s'agirait jamais d'y répondre de façon binaire. À chaque fois, il y a matière à pouvoir retrouver et à repérer les multiples adaptations possibles, la souplesse possible. Et autour de cette question, il y a vraiment la question d'expression de l'autonomie des personnes. Jusqu'où on est à la fois dans la liberté individuelle de la personne, jusqu'où on va mettre plutôt l'accent sur la sécurité collective, hein, qui est évidemment quelque chose d'important. C'est juste pour dire que c'est vraiment un questionnement, une thématique transversale qui est vraiment extrêmement propice à la démarche éthique et à la question de comment on pense des dilemmes, des tiraillements avec les professionnels, avec les usagers, avec les patients, les représentants de patients, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quelque part, vous l'avez survolé là tout à l'heure dans votre intervention, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part ce qui peut se comprendre, hein, je ne jette pas la pierre, la crainte des conséquences juridiques, notamment juridiques, notamment effectivement, voilà, des décisions ou des non-décisions que l'on prend. Est-ce que ça ne rentre pas en ligne de compte pour freiner la liberté d'aller et venir? Bien sûr. Bah, oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a aujourd'hui, de fait, un certain nombre de directeurs d'établissements dont la mise en responsabilité est en jeu parce que des personnes sont décédées de la maladie. Et donc, forcément, à un moment donné, on va, un directeur d'établissement, de façon, j'allais dire, hein, logique, va vouloir se protéger et protéger ses professionnels du risque de contentieux et du risque de la mise en jeu de la responsabilité. Et ce n'est pas juste formel. C'est-à-dire que nous avons effectivement un certain nombre de cas où la responsabilité des établissements est engagée. Alors, on verra comment la justice va trancher sur ces questions-là, notamment dans le cadre de la première vague, à un moment donné où les établissements n'avaient pas forcément les équipements de protection individuelle, à un moment donné où on ne connaissait pas suffisamment le virus et on ne savait pas exactement ce qui devait être fait ou pas. Mais là aussi, hein, on revient sur j'allais dire des débats de société, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Donc si effectivement à côté de la revendication ma responsabilité individuelle, c'est moi qui choisis ma liberté d'aller et venir, etc. Il faut dans ce cas-là accepter l'idée qu'on n'aille pas chercher forcément la responsabilité
des professionnels. Et donc là encore, on a une logique un peu de balance, qui est une logique un peu compliquée. Je voulais juste prolonger la réflexion de tout à l'heure sur la question de la liberté d'aller et venir et de dire combien c'est aussi très lié à l'évolution globale de notre société. C'est-à-dire, on ne pense pas la logique de la liberté d'aller et venir, de la liberté individuelle, de la même façon en 2020 qu'on la pensait il y a 30 ans ou qu'on a pensé en 50. Donc tout ceci doit également, et c'est en cela la réflexion éthique est passionnante, doit également prendre en compte l'évolution d'une société. Que donne en plus ou pas la logique d'Internet et la logique des réseaux sociaux. Alors oui, ça permet de maintenir du lien. On sait aussi qu'il y a un certain nombre de risques pour des personnes vulnérables à pouvoir surfer comme ils le veulent sur Internet. Toutes ces questions-là, je veux dire, il faut à chaque fois les contextualiser avec ce qu'est notre société aujourd'hui, ce que sont les attentes aujourd'hui de la société française. Société qui est dans un régime, dans une situation contradictoire, effectivement, entre la revendication d'aller et venir sans contrainte et celle de dire attention, protégez-nous parce que autrement on vous intente un procès. J'ai une question maintenant. Je change un peu de sujet. Dans le cadre de la première comme de la deuxième vague, la puissance publique, l'État et ses déclinaisons et relais régionaux, que sont les préfectures et les ARS, ont, me semble-t-il, une approche, et je ne là non plus, je ne cherche pas la polémique, hein, pas du tout, mais me semble-t-il, ont une approche que j'appellerais de style tous pareils, tous la même chose. Et il ne me semble pas que cette approche populationnelle dont nous discutons aujourd'hui ait fait partie des préoccupations, parce que là aussi, il y avait autre chose, il y avait une autre urgence. Avez-vous un regard sur cette critique qui n'en est pas une? Moi, je vais peut-être commencer à répondre. Je ne suis pas d'accord. Je pense que la manière de raisonner n'est pas la même entre la première vague et la deuxième vague. C'est-à-dire, oui, sur la première vague, ça a été extraordinairement descendant. Et on traite tout le monde de la même façon. Je n'ai pas le même regard sur la manière dont on gère la deuxième vague. Parce qu'en réalité, on donne des guides de bonnes pratiques et on dit aux établissements, à vous de voir, en fonction de votre situation et de la manière dont les choses se passent, à vous de voir quelle est la bonne manière de procéder parce que votre territoire, parce que le public que vous accueillez, parce que l'organisation spatiale de vos établissements, bref, c'est à vous de le faire et c'est à vous de le faire dans le dialogue avec les représentants des personnes. Donc je trouve que là, je ne sais pas si c'est le bon équilibre. Ce qui est sûr, c'est que je trouve qu'il y a eu une évolution importante entre la manière dont on l'a géré dans la première vague et la manière dont on le gère dans la deuxième vague. Il faudra ensuite évaluer pour savoir, parce que c'est ça, il va falloir faire ce travail d'évaluation pour savoir qu'est-ce que ça finalement a apporté et essayer de capitaliser sur la manière dont les choses ont fonctionné. Après, sur des réponses homogènes, même moi, je ressens aussi le fait que même sur la première vague, très tôt, on a pu constater combien une réponse, ou en tout cas des mesures ou des normes qui s'appliqueraient de la même façon pour tous, a pu générer très vite des impasses totales. Je pense notamment dans les EHPAD pour les personnes déambulantes avec des troubles cognitifs, par exemple, où très vite, des établissements ont pu réaliser combien le fait d'imposer les mêmes normes n'aurait eu aucun sens et aurait généré de la violence, aurait généré des troubles massifs pour un certain nombre de personnes. Donc, je pense qu'il n'y a même pas eu, en tout cas pour cette première vague, je pense qu'il y a d'emblée eu une adaptation dans les normes à appliquer et je pense qu'assez vite, on a pu constater que c'était totalement inefficace si on ne tenait pas compte de la spécificité des populations, de faire en place un système ou un cadre qui aurait été complètement uniforme et homogène. Ouais. La différence, c'est que la première vague, ce sont les professionnels eux-mêmes qui ont décidé
d'adapter les règles, alors que la logique descendante était très créait vraiment peu de marge, et ça a été entendu pour la deuxième vague où là, y compris le niveau national, a décidé qu'il fallait effectivement laisser l'adaptation et de la souplesse aux professionnels. Après, dans les établissements, ce qui a pu être compliqué sur cette question-là, c'est la question du sentiment des fois d'injustice. Parce que ça c'est revenu souvent dans les échanges avec les professionnels. Pourquoi tel résident, tel usager avait peut-être le droit, lui, d'avoir un peu plus de liberté d'aller et venir compte tenu de sa situation. C'est votre question, c'est vraiment la question de comment on pose une norme claire qui s'appliquerait à tous de la même façon pour qu'elle soit comprise par tous. D'un côté, donc c'est le souci d'un rapport d'égalité par rapport à la contrainte, mais en même temps, de l'autre côté, il y a la question de l'équité, c'est-à-dire que pour qu'à un moment donné, elle puisse aussi avoir du sens, il faut qu'elle soit adaptée par rapport au contexte et à la spécificité des personnes. Donc, soit on met peut-être le curseur sur la question de l'équité et de son efficacité, mais parfois on perd aussi en question de lisibilité de la norme, et il y a eu beaucoup de directeurs d'établissements qui se sont dit si j'adapte de façon très importante mes normes de confinement dans l'établissement, le risque, c'est que tous les résidents ou les familles, comment ça se fait qu'un tel a le droit de sortir et pas moi, ou comment ça se fait que mon père, ma mère peut ne sortir ou pas. Donc, il y a aussi cette espèce d'équilibre à faire entre le fait d'imposer ou de trouver un cadre qui fait référence à chacun et qui évite ce sentiment d'injustice, et puis faire en sorte que ça a un sens et que ce soit adapté pour chacun. Là, on a trouvé des nouveaux dilemmes, ou en tout cas des tiraillements qui n'étaient pas forcément très, très simples a priori. Très bien. Alors, je vais demander à Stéphanie si, parce que nous arrivons à la fin de ce webinaire, je vais lui demander s'il y a des questions qui sont posées ou des demandes de parole. C'est possible dans ce temps très court qu'il nous reste avant la fin du webinaire. Oui, Jean-Michel, tout est possible. Alors, je n'ai pas reçu pour l'instant beaucoup de questions. Je viens de lancer le message à l'ensemble des participants sur la possibilité qu'ils s'expriment s'ils en ont envie. Donc, j'avais une question sur le manque de concertation des établissements de santé avec les représentants des usagers qui a été flagrant alors c'est plus une remarque qui a été flagrant lors de la première vague. Voilà, donc une remarque aussi sur le manque de personnel dans les établissements. Également, nombre de CDU ont été reportés. Au CHU d'Angers, nous avons conservé les rencontres de la commission plainte et réclamation. Une autre remarque, des retex. Alors, excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Des retex. Retour d'expérience. Ok, merci. Des retex ont eu lieu et pourtant, lors de la seconde vague, pas de concertation. Donc, voilà pour l'instant ce que j'ai reçu comme remarque ou question. Je dois dire que c'est vrai que là, quand on parlait de la concertation, on a plutôt parlé des établissements médico-sociaux et donc du fonctionnement des CVS ou des relations avec les familles. C'est vrai que le sujet a été traité de façon très différente par les établissements de santé, et que là, pour le coup, l'urgence de la réponse sanitaire a écrasé toute velléité de travailler avec les représentants des usagers. Mais on voit bien d'ailleurs que, y compris dans les établissements de santé, c'est-à-dire la hiérarchie ou la manière dont le pilotage s'est fait a beaucoup basculé vers le corps médical, qui était finalement le corps médical qui avait vocation à, organiser la réponse. Et on l'a vraiment vu de manière flagrante au niveau de la première vague. Donc, clairement, il y a eu effectivement, la priorité donnée à la réponse sanitaire. C'est d'ailleurs, si je peux me permettre de faire une petite légère digression, moi, c'est ce qui m'a frappé dans cette première vague. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas eu une réponse pour les personnes les plus vulnérables. On a eu une réponse
pour répondre aux besoins des établissements de santé et voire même de répondre aux besoins des urgences et de la réanimation et des professionnels de santé. Ce qui n'est pas, par exemple, exactement la même réponse qu'a eu l'Allemagne, qui a d'abord cherché à protéger ces personnes les plus vulnérables. Et on voit bien là comment on est dans un pays très hospitalo-centré et avec finalement une réponse qui se met en place que parce qu'effectivement les professionnels de santé poussent un cri d'alarme. Stéphanie ? Oui, alors on a une question je pense qu'il s'agit de Monsieur Denis Leguet. Y a-t-il selon vous une concurrence entre la démarche éthique et la démarche de démocratie sanitaire? Je savais bien qu'il allait le poser, ça, Denis. Alors, c'est un point important. Je prolonge la réflexion de Denis, j'ai failli le dire tout à l'heure, mais je la prolonge par le fait que, notamment, il a fallu, et il faut encore, être assez insistant quand on parle de démocratie en santé, pour que les instances de la démocratie en santé jouent leur rôle et soient effectivement des interlocuteurs reconnus. Ah, c'est pas évident. On sait bien que l'urgence n'est pas là, mais quand même, voilà. Bon, alors, qu'en pensez-vous ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une démarche éthique? Une démarche éthique, c'est être dans un positionnement, dans un temps d'échange, quand on n'a pas de normes disponibles, quand on considère qu'on est face à un tiraillement entre des valeurs contradictoires. Et quand on s'inscrit dans une démarche éthique, le but du jeu, ça va être non pas de trouver immédiatement une norme prescriptive. Le but du jeu, ça ne va pas être de produire une norme morale qui va vouloir s'appliquer à tout. Ça va être d'être d'abord dans cette démarche de réflexion, de concertation, d'une démarche réflexive où on va, de façon collégiale, essayer de repérer qu'est-ce qui fait problème, quelles sont les tensions qui y a en jeu, et puis après d'échanger ensemble. Cette démarche-là, elle ne me semble pas du tout antinomique avec la question d'une démarche de démocratie sanitaire. Il ne s'agit pas de considérer que la démarche éthique, elle n'est que réservée aux professionnels de santé ou aux professionnels dans le médico-social. Il s'agit évidemment de considérer aussi que cette démarche éthique, elle a aussi pour mission d'inclure un maximum à la fois les personnes accompagnées, mais elle a aussi tout intérêt à inclure au maximum des personnes extérieures aux établissements, des élus, des personnes qui travaillent dans les sciences humaines, des personnes qui travaillent dans des associations, les citoyens de façon générale. Tous les citoyens sont intéressés et ont quelque chose à pouvoir s'exprimer et à pouvoir être présents dans ces échanges sur les choix ou en tout cas sur cette réflexion qu'il peut y avoir dans des établissements. Donc, pour répondre à la question de Denis Leguet, il ne me semble pas du tout que cette notion de démarche éthique peut être antinomique avec la notion de démocratie sanitaire. Au contraire, c'est effectivement deux démarches, deux aspects qui me semblent complètement être unis dans les faits, dans la façon dont elles peuvent s'organiser. Oui, très rapidement, je suis d'accord, mais ce qu'a montré effectivement la première vague, c'est que et démarche éthique et la dynamique de démocratie sanitaire n'ont pas été considérées comme prioritaires. Et que là, on a besoin maintenant de faire remonter ces deux sujets, donc et éthique et démocratie sanitaire, et essayer de faire que si on est censé vivre une prochaine crise, quelle qu'elle soit, ça soit au cœur du débat et au cœur de la décision. Clairement, ça n'a pas été le cas lors de la première vague. Oui, vous me confortez, Madame de Sol, et je vous en remercie. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Monsieur Duquier, puis Marie-Sophie de Sol, pour conclure, avez-vous quelque chose, c'est-à-dire qu'on aurait oublié de discuter, d'avancer, de programmer, ou simplement un message à faire passer depuis vos responsabilités. Monsieur Duquier. Non, alors pas forcément de conclusion, mais peut-être une inquiétude, puisque le sujet, c'était aussi la question du respect de l'autonomie des personnes vulnérables. Une inquiétude peut-être sur l'après-épidémie, l'après-Covid, sur la façon dont on va être à l'écoute et on va pouvoir respecter l'autonomie des personnes. Il y a eu un tel virage, il y a eu un tel moment
qui j'espère sera une parenthèse, où on a mis l'accent sur la question de la protection, sur la question de la sécurité, que j'espère qu'après l'épidémie, on sera dans tout le travail qui a été mené pour justement être dans cette sensibilisation sur l'écoute et le respect de l'autonomie des personnes, c'est-à-dire les considérer comme sujets, se débarrasser de cette posture d'infantilisation, considérer que la personne n'est pas légitime dans ses choix et dans ses valeurs et dans sa liberté. Donc, c'est une inquiétude sur la possibilité, après l'épidémie, à pouvoir rester dans cette dynamique du respect de l'autonomie des personnes et une inquiétude aussi sur quelque chose qui serait finalement un aspect très normatif aussi sur la question de la liberté d'aller et venir, sur la question du cadre social. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que sur cette place très importante et centrale qui est donnée et considérée sur l'aspect sanitaire aujourd'hui, on en fasse un nouvel ordre de surveillance, un nouvel ordre finalement d'extrême normativité des conduites dans la vie sociale. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'effraie un petit peu. Je pense notamment à la question de l'anonymisation dans les déplacements avec le logiciel Top Covid, des choses comme ça, moi, qui m'ont un petit peu interpellé. C'est voilà, comment, après l'épidémie, on va pouvoir revenir à ce souci de la liberté, de l'autonomie des personnes les plus vulnérables. C'est une inquiétude que je peux avoir actuellement aujourd'hui. Eh ben, c'est une belle conclusion pour vous, Madame de Saules. Oui, moi, peut-être, il me semble un point sur lequel on devrait tous travailler, c'est la question du partage de la connaissance, du rapport à la science, et notamment la question du partage de la connaissance pour les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Parce que si on veut effectivement convaincre, si on veut faire comprendre la logique des gestes barrières ou des mesures qui peuvent être amenées à prendre, il faut qu'on soit en capacité, c'est-à-dire de partager une connaissance, et notamment pour celles qui sont les plus en difficulté. Je ne suis pas sûre que ce travail-là ait été fait dans le cadre de cette crise. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à la méthode pour qu'une prochaine fois, on essaie finalement d'avoir l'accord des personnes, et d'avoir l'accord des personnes parce qu'elles auront compris ce qu'on leur demandait. Merci, Madame de Saules. Vous nous ouvrez tous les deux, en conclusion de ce webinaire, un espace de réflexion qui supposera qu'on revienne peut-être bien avec vous pour poursuivre cet échange. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été de brillants intervenants, je le dis avec sincérité. Et puis, je rappelle dans quelque temps, ce webinaire sera mis en ligne. Et je rappelle aussi aux participants que nous avons 2 autres webinaires programmés. L'un le 11 décembre autour de la fin de vie, autonomie et fin de vie. Et l'un et le dernier au mois de janvier autour de justement la autonomie et démocratie. Est-ce compatible? Voilà, bon, merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne continuité dans la semaine. Au plaisir de nous retrouver. Au revoir. Merci. Au revoir, merci beaucoup.